Salut à tous, c'est Touffe Mystère pour AV Histoire. Et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo d'une petite série durant laquelle nous allons directement aller sous les tropiques de l'Asie et de l'Océanie et parler de ce qu'on appelle la guerre du Pacifique. Tout le monde connaît l'existence de cette guerre, phase tropicale de la Seconde Guerre mondiale, opposant principalement les Américains et les Japonais. Tout le monde connaît les noms de Pearl Harbor, Iwo Jima ou des deux bombes atomiques. Mais je sais que ce conflit qui a eu lieu de l'autre côté du globe paraît si lointain. Il est encore rempli de mystères et de très nombreuses idées reçues. Éclaircissons-les ensemble. Allez, on commence avec une idée reçue qui est plutôt un amalgame. Celui d'associer le déclenchement de la guerre du Pacifique à Pearl Harbor. Et pourtant, 10 ans plus tôt, les soldats japonais envahissaient déjà la Mandchourie, prétextant un attentat monté de toutes pièces. La prise de cette immense région du nord de la Chine est justifiée par le chaos qui émane du pays, qui est secoué alors par une guerre civile majeure. L'ensemble des années 30 vont d'ailleurs connaître, bien avant l'Europe, des conflits à grande échelle, où le Japon va se confronter notamment à l'URSS dans les steppes mongoles, nous y reviendrons. En 1937, l'invasion de la Chine est même débutée, un conflit qui ne s'arrêtera alors qu'en 1945. Des centaines de milliers de morts seront à déplorer, d'horribles crimes de guerre commis, et petit à petit, de nombreux pays occidentaux vont même s'impliquer plus ou moins dans ce conflit, jusque-là régional. Par la suite, le Japon va mettre la main sur l'Indochine française et engager une véritable guerre froide avec l'Empire anglais présent dans la région, son ancien allié. Alors, l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, au fond, ce n'est qu'une nouvelle étape franchie par le Japon dans un affrontement commencé des années auparavant. Mais il n'est pas des moindres en même temps, car il est un peu celui qui va lier définitivement la guerre du Pacifique au conflit européen, et va en quelque sorte créer la Seconde Guerre mondiale dans son idée planétaire. Roosevelt, un pompier pyromane ? Nous entendons beaucoup ce genre de réflexion de nos jours dans la bouche de partis anti-américains. Les USA auraient acculé le Japon par son embargo pétrolier de juillet 1941, et l'auraient poussé alors à la guerre pour des raisons économiques ou encore plus obscures pour certains. Et pourtant, la politique d'expansion japonaise se construit dès la modernisation du pays, de la période Meiji autour de la fin du 19e siècle. La haine de ce qu'on appelle l'homme malade, ou du chinois en somme, est alors au centre de toutes les actions japonaises. Cette obsession amène la montée du militarisme et toutes les conquêtes dont nous venons de parler. Cependant, à la fin des années 30, le conflit sino-japonais s'enlise, et le Japon veut alors couper les vivres du pays qui viennent du sud. Une fuite en avant s'impose, de plus en plus dans l'esprit des dirigeants et généraux. L'idée de la sphère de coprospérité de l'Asie de l'Est naît alors. Renoncer à cette partie de l'Asie voudrait dire renoncer à la Chine, et alors perdre toute crédibilité. Le pays passe alors le point de non-retour. Et c'est seulement à ce moment que Roosevelt commence à se montrer ferme. L'inaction de toute façon n'aurait qu'encouragé le Japon dans sa décision. Même l'empereur nippon lui-même va pousser cette politique impérialiste. Ce n'est pas l'oncle Sam, mais bien l'ultranationalisme, un raisonnement irrationnel, et en partie la faiblesse d'État qui ont jeté le Japon dans le précipice de la guerre totale. Dès 1938 et l'enlisement du conflit contre la Chine, la politique du Japon s'apparente en effet à une fuite en avant. L'incapable de briser la résistance chinoise, en rupture avec l'ancien allié anglais qui les regarde maintenant avec crainte, contrecarré petit à petit par le blocus américain, les Japonais estiment que leur salut viendra de l'étendue du conflit. Ils espèrent y trouver les ressources nécessaires pour écraser leur rival et mettre à l'abri l'archipel nippon. Mais alors, comment s'y prendre ? Deux options s'offrent à eux. Le premier plan est celui que vous connaissez tous, abattre les principaux rivaux en Océanie, que sont les USA et surtout les Britanniques. Cela permettrait de confisquer les riches ressources d'Asie du Sud-Est, tout en formant un véritable muraille d'atoll que la marine devra rendre imprenable. Cette dernière devra alors frapper vite et fort la flotte américaine dans le Pacifique en vue d'une victoire décisive, une sorte de Trafalgar sous les tropiques. Dernier bénéfice, la Chine se verrait alors complètement isolée et ne pourrait tenir, selon leurs estimations, que très peu de temps. Mais ce que peu de gens savent, c'est que jusqu'en 1939, ce n'est pas du tout le plan retenu.
Les regards sont plutôt tournés vers l'URSS, qui semble une extension naturelle à partir de la Mandchourie. Cela permettrait alors de constituer un corps industriel à l'abri, ce dont manque cruellement le Japon. De plus, l'URSS fournit armes et conseillers militaires à la Chine depuis des années. Dans l'espoir de déclencher une guerre, les armées de Mandchourie multiplient les incidents frontaliers. En juillet 1938, une série de combats violents éclate autour du lac Khasan. Un an plus tard, les Japonais tentent une offensive décisive mais échouent de peu. Le futur maréchal Zhukov lance alors une vaste contre-offensive. Il inflige une cuisante défaite aux Japonais. Cette guerre de frontières est souvent passée sous silence, et pourtant, ce coup fatal à l'extension vers le nord met définitivement le Japon sur la route du sud et de Pearl Harbor. Alors, tout le problème que j'ai rencontré avec cette vieille théorie complotiste bien répandue, c'est que la première partie est vraie. Bien évidemment que le gouvernement et l'état-major américain connaissaient l'imminence d'une attaque. On peut même affirmer qu'ils le souhaitaient, afin de pouvoir enfin entrer en guerre. Depuis 1940, les Américains ont percé le code de chiffrage japonais et n'ignoraient pas les intentions agressives. En février 1941, soit 10 mois avant l'attaque de Pearl Harbor, une directive adressée à l'amiral Kimmel et au général Short, tous deux en charge de la Navy et de l'Army sur la base, leur somme de prendre des mesures à cause de la possibilité d'une attaque surprise. Ensuite, 13 jours avant l'attaque, ce sont de nouveaux ordres envoyés qui préviennent d'une attaque imminente, suivie quelques jours plus tard du message. Préavis de guerre. Mouvement agressif japonais à prévoir dans les prochains jours. Stop. On ne pouvait difficilement être plus clair, n'est-ce pas ? L'ennui, c'est que personne ne peut prédire le lieu de l'attaque. Les observations et l'espionnage annonçaient d'ailleurs des mouvements en Indochine et prévoyaient donc une attaque sur les Philippines, la Thaïlande ou Bornéo, laissant malheureusement maladroitement entendre que les atolls orientaux comme Hawaï ne sont pas concernés. Des mesures sont tout de même prises. Les USS Enterprise et Lexington sont envoyés livrer des avions aux atolls avancés de Wake et Midway, ce qui sera le salut de ces précieux porte-avions durant l'attaque. En réalité, la surprise de Pearl Harbor résulte surtout de l'impréparation américaine qui sous-estime énormément les capacités adverses. Personne ne croit, y compris la Maison-Blanche et son occupant principal, que les Japonais auront les capacités et surtout le culot de monter un raid aussi complexe et risqué que Pearl Harbor. Ça y est, la guerre du Pacifique telle que nous la connaissons est déclenchée. Et de la manière la plus théâtrale qui soit, l'attaque de Pearl Harbor. « 7 décembre 1941. L'aviation embarquée japonaise coule 2 cuirassés et en endommage 6 autres, dont 2 très lourdement. En plus de 10 autres navires touchés, 198 avions sont détruits. Tout cela au prix dérisoire de 29 appareils et une poignée de sous-marins de poche. Sans oublier de saluer l'audace et la maîtrise nécessaires pour effectuer un raid d'une telle ampleur à plus de 6500 km de leur base. Difficile de ne pas qualifier ce résultat de victoire, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce bilan cache pourtant plusieurs échecs. Premièrement, les navires neutralisés ? Il s'agit de bâtiments obsolètes dont l'amiral Yamamoto, l'instigateur du raid, exagère grandement la valeur militaire. Les porte-avions ayant quitté le port avec des croiseurs lourds sont épargnés et seront donc placés au centre de la doctrine américaine durant toute la guerre. Et ce sont eux qui vont permettre d'infliger les revers fatals de 1942 aux Japonais. Et puis ensuite, le but même de l'assaut est complètement contre-productif. En effet, les Japonais voulaient alors démoraliser les Américains en détruisant leur flotte avant même que le conflit débute, et les forcer ainsi à négocier. C'est raté. L'attaque surprise amplifiée par le racisme envers un Japonais perfide et cruel soude au contraire l'opinion américaine derrière son État, en vue d'une lutte à mort que ne peut remporter le Japon. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America
was suddenly and deliberately attacked, no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Pearl Harbor est un coup démanqué, un succès tactique sans lendemain, bien plus utile aux USA qu'au pays du soleil levant. Et on finit avec une question qui revient souvent quand on parle de cette bataille. Pourquoi les Japonais n'ont envoyé que des avions et n'ont pas tout simplement capturé l'île derrière ? Au fond, cela aurait été la seule véritable manière de tirer parti d'un point de vue stratégique de l'assaut, il est vrai. Cependant, cette option Tokyo ne l'a jamais envisagée. La première raison, la vitesse des transports de troupes. Ils sont 2 fois plus lents que les bâtiments de guerre, ce qui allonge considérablement le temps de trajet et donc le risque de détection. Ou alors, cela implique au pire une arrivée des troupes avec un retard de 24 heures, malheureusement donc sans aucun effet de surprise. La deuxième raison est tout simplement logistique. Si le Japon ne veut pas renoncer à ses conquêtes prioritaires dans le reste de l'Asie, l'armée et la marine n'ont ni les forces, à peu près 45 000 hommes en tout près, ni les navires nécessaires pour lancer et soutenir un débarquement sur une côte située à plus de 6500 km, je le rappelle, de leur base. Et Hawaï, ce n'est pas qu'un simple hangar à navires, l'île est protégée par plus de 25 000 soldats quand même. En bref, un type d'opération que même les Américains ne maîtriseront qu'à l'été 1944. Quant à l'idée de revenir à la charge plus tard, comme l'a imaginé l'état-major nippon en 1942, c'est impossible. L'île est maintenant défendue par des centaines de milliers d'hommes, 272 avions, et l'immense flotte est maintenant aux aguets. Aucune chance. Allez, arrêtons-nous là pour cette première vidéo traitant de toutes les zones d'ombre de ce conflit passionnant. Je reviens le plus vite possible avec la suite, parce que après Pearl Harbor, la machine est lancée, et il nous faut maintenant enfiler nos casques, s'emparer d'une Thompson, et parler des terribles combats qui ont eu lieu durant 4 ans. Je reste à votre disposition pour toute question sur le sujet. N'hésitez pas à laisser vos retours sur cet épisode, et si vous avez d'autres périodes que vous vouliez que l'on traite de cette façon, mettez-le dans les commentaires. On se retrouve très vite, et que l'histoire soit avec vous! Bye.